Maintenance et emploi, signaux faibles, signaux forts. Je vais demander à Éric Joffre, qui est vice-président de l'Université de Toulon, Martine Assar, qui est responsable de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines-Télécom, Laurent Bechler, qui est le directeur du service de soutien de la flotte de Toulon, François Decour, qui est le directeur de l'atelier industriel d'aéronautique QRS Pierrefeu, Maxime Pomirol, qui est directeur des agences Marseille-Toulon, Énergie France de Veolia, et François Dornier, directeur général du collège de Rimouski, de bien vouloir me rejoindre pour participer à cette table ronde. Installez-vous, mesdames, madame et messieurs. Donc, on en met 3 personnes ici et puis 3 personnes avec Martine. On ne va pas la laisser toute seule. Amiral, installez-vous. Parce que derrière, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que demain, il y aura des problèmes de disponibilité sur nos trains? Est-ce qu'il y aura des problèmes de disponibilité dans nos bus? Est-ce qu'il y aura des problèmes de disponibilité pour nos avions, pour nos systèmes informatiques, pour nos bâtiments de guerre, pour nos centrales électriques, bref, pour tout ce qui conditionne notre quotidien et la vie de notre pays? Si on se pose cette question, c'est pas juste parce qu'on a envie de se faire peur ou parce qu'on a envie d'écrire le scénario du nouveau blockbuster, c'est parce que la réalité des métiers de la maintenance, c'est qu'on manque de bras et on manque de cerveau, que les établissements de formation peinent à attirer des candidats, que les entreprises en sont réduites à gérer la pénurie, à aller chercher des profils chez les concurrents, ce qui a pour conséquence d'affaiblir tout un écosystème. À l'heure où on a pris conscience que la réindustrialisation est un enjeu majeur, est-ce qu'on pourra demain relever le défi sans ceux qui vont faire l'industrie de demain? Et comment on leur redonne envie de s'investir dans le monde de l'industrie, maintenance et emploi? Donc, signaux faibles, signaux forts, c'est ce qu'on va essayer de décrypter avec nos invités. Premier temps, ça va être, peut-être je vais vous passer la parole les uns et les autres. J'arrive pas à couper le timer. Pour que vous nous présentiez un petit peu votre champ d'activité. Alors, on va commencer avec vous, Amiral Bechler, concernant le SSF Toulon. On a déjà évoqué votre activité avec une vision macroscopique. On va peut-être recentrer sur l'activité propre de Toulon. Et puis ensuite, on va découvrir nos invités. Je vous en prie, Amiral. Bien, bonjour. C'est allumé, oui. Bonjour à tous. Donc je suis l'amiral Laurent Bechler, pas Bechler, même si ça se prononce comme ceci. Pardon. Pas de souci. Donc moi, je suis le local de l'étape, entre guillemets. Le directeur central vous a dit que le SSF, c'était 1000 personnes. À Toulon, c'est un établissement qui fait 480 personnes. Le SSF, en manière pratique, c'est dans mes responsabilités 3 choses. Je suis le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que je fais faire, je passe des contrats à différents industriels. Il y en a de très nombreux qui sont sur l'affiche ici. Je contrôle la façon dont ils exécutent les travaux. Je fais des essais de qualification pour rendre à la marine un bâtiment qui est disponible et apte au combat. Et puis, le deuxième pied, c'est l'expertise technique. On déploie des ordres de modification parce que, en fait, quand on dit MCO et on ne dit pas maintenance, c'est que les produits qu'on nous livre ne fonctionnent pas tel que le mode d'emploi nous dit qu'ils fonctionnent. Et donc, on est en permanence en train de les améliorer, en permanence en train de traiter les obsolescences et en permanence en train de déployer des ordres de modification. Et donc, un tiers de nos effectifs, ce sont des ingénieurs et des techniciens de haut niveau qui font de l'expertise technique. À côté de ça, j'ai 2 activités accessoires. J'utilise des infrastructures portuaires assez majeures. J'ai 12 bassins pour mettre les bateaux en cale sèche à Toulon. J'en suis le responsable. Les bassins et tous les accessoires qui vont avec, les grues portuaires, les outils de levage et de manutention. Et puis j'ai un dernier petit accessoire, c'est qu'à Toulon, nous avons 5 bateaux, bientôt 6 sous-marins qui ont chacun une chaufferie nucléaire, plus un porte-avions qui en a 2. Donc il y a 8 chaufferies nucléaires et donc j'exploite aussi les installations nucléaires et c'est une casquette supplémentaire. Voilà, ça c'est pour le panorama général de l'activité du SSF Toulon. Merci beaucoup, Amiral Bechler. Donc, Monsieur Pomirol, je vous en prie. Merci. Donc moi je suis Maxime Pomirol, je suis le directeur régional pour Veolia Énergie et localement nous exécutons l'exploitation et la maintenance de bâtiments. Tels des hôpitaux comme l'hôpital Sainte-Muse, où on a une équipe dédiée complète de 10 personnes qui font la maintenance des équipements techniques, plutôt dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du traitement d'air. On est aussi opérateur de réseaux de chaleur et de froid, l'idée étant d'interconnecter différents utilisateurs sur des besoins pour récupérer la chaleur fatale, donc c'est la chaleur qui est inutilisée, pour alimenter d'autres usages. Donc localement, on a 4 agences régionalement, 300 collaborateurs, on fait 60 millions d'euros et on a une agence qui est sur chacune des grosses villes de la région.
Merci Maxime Pomerol. Martine Assar. Oui, bonjour. Alors, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Alors, l'IMT, c'est un groupe d'écoles publiques, 7 grandes écoles d'ingénieurs, une business school. Nous dépendons directement du ministère de la Souveraineté industrielle et numérique. Et dans l'ADN de l'ensemble de nos écoles, évidemment, nous avons la préoccupation de former des ingénieurs pour l'industrie. Donc, et le rôle de mon observatoire, c'est aussi de pouvoir poser un petit peu un regard d'observation, évidemment, de vigie sur toutes les grandes évolutions en cours, sur bien les transformations diverses qui ont lieu, aussi bien transition numérique, transition écologique, énergétique, transformation managériale, bref, tout un champ d'évolution, de mutation aussi parfois en termes de métier, et surtout en plus par rapport aux crises successives que nous venons de vivre, comme la crise sanitaire et la crise ukrainienne, ont montré un effet d'accélération. Et voilà, l'idée, effectivement, c'est que nous puissions nous adresser les bonnes compétences de nos jeunes diplômés au monde professionnel qui les attend en sortie de diplomation. Et donc, la maintenance est aussi un sujet qui est au cœur de nos observations. Et on y reviendra bien évidemment en détail. Merci beaucoup. François Decour, directeur de l'atelier industriel aéronautique QRS Pierrefeu. Oui, bonjour. Donc, je suis effectivement le directeur de l'atelier industriel aéronautique de QRS Pierrefeu. C'est un établissement qui compte un petit peu plus de 1000 personnes sur 3 sites. Les 2 principaux sites sont sur le Var, c'est QRS Pierrefeu et une représentation sur la base aéronavale d'Hyères. Et on a depuis quelques mois maintenant une antenne à Phalsbourg, en Moselle. C'est un petit peu dépaysant quand on s'exprime dans un forum méditerranéen. Donc en tant qu'organisme, on a en fait une double caractéristique et qui est une originalité très forte. On est une partie du ministère des Armées et on est un industriel. Et on est d'autant plus un industriel implanté dans le Var qu'on est le 2e industriel du Var derrière Naval Group en termes d'effectifs. Donc c'est voilà, deux caractéristiques qui n'ont plus tellement l'habitude de coexister. Ça a été plus fréquent à d'autres époques. Et donc à ce titre-là, nous exerçons une activité de main-d'œuvre, mobilisant une expertise manuelle en quantité très significative. Et donc, je disais 1000 personnes. Sur 1000 personnes, cette année, on va chercher à recruter plus de 150 personnes pour nous rejoindre. Sur les 150, plus de la moitié des gens qu'on cherche seront des ouvriers de l'État pour exercer des métiers de maintenance aéronautique. On cherche évidemment aussi des ingénieurs et des techniciens. Et donc, nos métiers, les métiers qui sont exercés au sein de l'AIA, la maintenance aéronautique de flotte d'avions de patrouille maritime et d'hélicoptères, militaires évidemment, la modification de ces aéronefs, des modifications parfois assez profondes, la fabrication de pièces, la refabrication de pièces aussi, la réparation d'équipements et même des cellules de ces aéronefs lorsqu'ils sont endommagés, puisqu'il se trouve que l'usage qu'en font les opérationnels conduisent quelquefois à détériorer un petit peu les appareils. Merci. Éric Joffre, vice-président de l'Université de Toulon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'évoquer cette mission de vice-président que j'occupe désormais, je suis d'abord enseignant en méthode de maintenance au sein de l'IUT Toulon depuis 2006. Et donc, à ce titre, j'accompagne des jeunes qui se dirigent vers ces métiers jusqu'au niveau de technicien. Ces jeunes, parfois, poursuivent les études jusqu'à tendre vers un niveau d'ingénieur, puisque c'est tout à fait possible via les formations de l'IUT. Deuxième mission que j'ai pu assurer par le passé, j'ai pu créer une licence professionnelle de maintenance navale. Mon collègue VP Hugues Brisset en parlait ce matin. L'Université de Toulon a pour mission et se donne la mission d'agir avec les acteurs du territoire. Et cette licence professionnelle de maintenance navale que j'ai accompagnée, qui existe aujourd'hui, je l'ai montée justement en échange avec le territoire, avec les industriels du naval de défense, mais également avec les industriels du naval de grande plaisance, puisque le territoire fait apparaître aussi cette activité qui est en croissance aujourd'hui. Ma troisième casquette, effectivement, Bernard, vous le disiez, je suis aujourd'hui vice-président en charge du développement de la formation professionnelle et l'alternance pour l'Université de Toulon. Il faut savoir que l'Université de Toulon, c'est 750 apprentis à ce jour, avec une ambition de progresser et d'arriver dans quelques années aux 1000 apprentis, ce qui ferait donc 1/10 des effectifs de l'Université de Toulon.
Et François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski. Tout à l'heure, on parlait de nos collaborations entre notre territoire et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la collaboration avec le Québec qui est en train de se créer. Et merci d'avoir fait le déplacement et de nous rejoindre aujourd'hui. 3 fois rien, comparé avec la météo présentement au Québec. 25 cm de neige, alors je ferai avec. Alors, François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski. Le terme collège n'a pas le même sens ici que chez nous. Un collège au Québec, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui se trouve entre le secondaire et l'universitaire. Beaucoup de formations techniques. Nous avons une carte de programme de 35 formations diverses dans une foule de domaines. À l'intérieur du collège, il y a l'Institut maritime du Québec qui donne des formations spécifiquement pour les métiers de marine marchande, navigation, mécanique de marine. Donc, nous avons toute une série de défis qui sont tout à fait similaires pour ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, tout à fait similaires avec ce qui se vit outre-mer dans ce sens-ci. Et voilà. Alors, puisque vous avez la parole, je vais vous laisser le micro. La première question que j'ai envie de vous poser à toutes et tous, c'est quel est le constat aujourd'hui par rapport au constat général que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire on manque de bras, on manque de cerveau dans le monde de la maintenance. Très concrètement, comment ça se passe au Québec? Qu'est-ce que vous vivez? Quels sont les constats? Les constats sont exactement comme vous les avez énumérés. Il y a une baisse de démographie, une baisse d'intérêt aussi dans le bassin qui diminue chez les jeunes pour beaucoup de métiers techniques, des métiers qui ont mal vieilli dans la perception. On parle beaucoup de perception. Les étudiants, lorsqu'ils franchissent nos murs, constatent que la perception qu'ils avaient de leur métier et la réalité, il y a un écart, il y a un bond dans le futur qu'ils n'avaient pas perçu. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, l'autre constat qu'on fait et qui est assez généralisé pour l'ensemble des formations, pas juste ces formations spécifiquement, c'est que les changements sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus dans les métiers, de plus en plus nombreux, plus profonds, plus rapides, et que nos formations ont été construites en fonction d'une certaine stabilité, d'une certaine constance. Et on a une dichotomie entre ces deux réalités-là. Il y a définitivement un choc et il faut s'habituer, il faut repenser nos formations et les enligner aussi avec la réalité sur le terrain. Il faut se montrer plus agile, plus rapide dans l'adaptation, et ça, il faut amener le corps professoral, la formation à s'ajuster à cette nouvelle réalité. Alors justement, sur cette dimension de l'agilité, Martine Assart et Éric Joffre, est-ce qu'aujourd'hui alors le constat est le même déjà, et puis est-ce qu'on est en mesure d'être agile? Martine, Éric? Alors, je vais prendre la parole. Alors, oui, le constat, on l'a posé. Moi, je l'étairais même en vous disant qu'au niveau stricto sensu de la maintenance, c'est un constat quand même qu'il manque entre 15 à 20 000 personnes par an dans ce secteur. Il faut savoir qu'en 2021, on a diplômé tant bien que mal 10 000 personnes. Du bac pro maintenance des équipements industriels au BTS maintenance des systèmes de production jusqu'au BUT gym. Donc voilà, et chaque année, et ça c'est quand même quelque chose de récurrent depuis plusieurs années, et vous, monsieur, au Québec, vous l'avez aussi souligné, il y a une désaffection, un désintérêt croissant vers ces métiers techniques particulièrement, qui ne sont pas propres à la France, mais accentués en France par justement un phénomène de désindustrialisation qui a quand même démarré il y a plus de 40 ans et dont on paye encore un petit peu les effets contrariants. Et malgré une démarche de réindustrialisation qui est initiée depuis la crise sanitaire, un volontarisme certain est affiché. Maintenant, comment ça se traduit chez tous les opérateurs de formation? Alors c'est vrai, c'est un peu branle-bas de combat, et nous à l'IMT, comme tous les autres aussi, nous sommes aussi concernés par ces échéances-là. Donc devant les chiffres qui sont quand même implacables, eh bien oui, l'idée est de remettre les enseignements scientifiques et techniques à l'honneur. C'est de revaloriser les parcours de ces personnes qui les entreprennent en les mettant en valeur. C'est aussi de déployer de nouvelles formations, ou tout au moins d'enrichir des parcours
existants. Donc oui, à l'IMT, effectivement, nous avons une de nos écoles, en particulier IMT Atlantique, dont nous avons un représentant de mes collègues ici, qui voilà, essaye d'enrichir deux formations existantes dans lesquelles il y a des briques dédiées à la maintenance pour les renforcer et pour irriguer, en tout cas acculturer de plus en plus nos jeunes diplômés à ce secteur qui a été rappelé depuis que ces échanges ont commencé, est complètement essentiel donc à l'industrie, hein, puisque 6% des emplois dans l'industrie sont des emplois de maintenanciers. Sur les sites industriels. Alors, on y reviendra effectivement sur l'adaptation de la formation, puisqu'ils ont une keynote. La question que posait Françoise tout à l'heure, c'était de dire, voilà, on a imaginé la maintenance d'une certaine façon. Et là, il faut qu'on change radicalement, parce que ça va très très vite. Est-ce qu'on est en mesure de le faire? C'est la question de l'agilité. Oui, tout à fait. Je pense que oui, puisque nous, en tant qu'opérateurs de formation, on suit quand même toutes les évolutions technologiques. On a aussi des domaines de recherche. Nos enseignants-chercheurs travaillent aussi à se projeter dans l'avenir et à imaginer les métiers de demain, en tout cas les compétences requises pour pouvoir être en adéquation avec l'évolution et justement l'accélération un petit peu des évolutions technologiques. Tout le monde a en tête un petit peu tout le buzz actuel autour de l'IA, de l'IA générative et ses progrès absolument extraordinaires. L'IA, on le retrouve partout, on le retrouve aussi dans la maintenance. Et l'idée, c'est qu'effectivement, dans les parcours de formation, on puisse aussi intégrer ces différents blocs technologiques avec les dernières évolutions pour retransmettre ça et traduire ça en termes de compétences et de faire en sorte que nos jeunes diplômés puissent être opérationnels une fois qu'ils sont employés dans les entreprises industrielles pour être vraiment en appui aux professionnels, justement. Éric Joffre. Juste insister encore un petit peu sur le constat, si vous me permettez, parce qu'il y a une prise de conscience à avoir. Je vais parler de l'IUT que je connais bien, dans lequel j'évolue, et le constat est malheureusement assez clair. Les formations industrielles de l'IUT Toulon, mais plus généralement des IUT en France, ne font pas le plein en première année. Nous sommes donc aujourd'hui à l'étape de Parcoursup, vous entendez sans doute tout ça. Là, les candidats, les futurs candidats ont candidaté, ont déposé, et les chiffres nous montrent que les chiffres ne sont pas bons. Aujourd'hui, le volume des candidatures est en baisse encore par rapport à l'année dernière. Donc le problème, il ne date pas d'hier, ça fait plusieurs années que le problème, on le voit arriver, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à agir factuellement sur le niveau de candidature dans les formations supérieures, notamment celle de l'IUT. Donc le problème, il est là, il est toujours là, toujours présent aujourd'hui. Et donc il nous faut agir de manière très rapide. Il faut effectivement qu'on se rende agile. Martine, tu as apporté une partie de la réponse et on pourra y revenir pour l'Université de Toulon. Donc voilà, on est conscience qu'aujourd'hui les formations industrielles, notamment celles de l'ULICité, ne font pas le plein en première année. L'écueil, c'est la première année. Une fois que les étudiants sont chez nous et qu'ils ont compris le sens des missions, tel qu'on le décrit ici, c'est gagné quelque part. Mais vraiment, attirer les étudiants vers, les lycéens, vers l'enseignement supérieur industriel, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Alors, au niveau des entreprises ou des utilisateurs de main-d'œuvre, maintenant, j'ai envie de vous demander, Maxime Pomirol, on va commencer avec vous. Difficulté de recrutement, difficulté d'appétence pour ces métiers-là? Très clairement, alors dans le constat, je vais le faire, mais après, je vais essayer de motiver les jeunes qui sont là quand même à nous rejoindre. Oui, très clairement, le recrutement, c'est un frein au développement pour les opérateurs privés en bout de ligne. Il y a beaucoup plus d'offres que de candidatures et pour réaliser des cinquantaines d'entretiens par an depuis 10 ans, ça s'est inversé. Aujourd'hui, c'est moi qui dois attirer les candidats quand je fais un entretien. Voilà. C'est dans la phase de séduction, c'est moi, le directeur, qui doit faire venir des jeunes. Donc, pour les jeunes qui sont là, il ne faut pas se tromper. Si vous avez une petite appétence technique et que ça vous plaît, n'ayez pas peur, c'est vraiment un métier super. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur technique il y a 20 ans. Et des métiers, j'en ai fait 10. On ne reste pas tous dans une case à rester faire la même chose. On peut passer par des métiers techniques sur de la maintenance. On peut aussi faire du management. On peut faire de la vente, du commerce après. Pour discuter avec les nièces, les jeunes autour de moi, demander à 5 jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire, ceux qui veulent s'orienter vers un master, c'est une école de commerce.
il y en a 4 qui vont vous dire une école de commerce. Alors c'est bien de pouvoir vendre, hein, mais quand il y aura plus rien qu'on va plus rien fabriquer à vendre, il y aura plus quand même grand chose. Donc je pense que même dans les métiers techniques, vous pourrez vous y retrouver. Sachez aussi que comme il n'y a pas beaucoup de candidats, le niveau de rémunération des opérateurs privés qu'on est prêt à donner, il augmente très fortement. Je suis père, moi, et je pense que beaucoup le sont ici. Les métiers techniques, je vous le dis, c'est l'avenir. Voilà. Tant dans la rémunération que dans le bien-être de ce que vous pouvez faire au quotidien. La vente et le commerce, ça peut faire partie de votre métier aussi si vous choisissez la technique initialement. Hein. Voilà, c'est pas forcément un frein. Et je pense que ce qu'on apprend dans une formation technique dans les écoles des gens qui sont là, c'est quand même beaucoup plus solide qu'une formation commerciale. Voilà. Le commerce, vous aurez largement le temps de l'apprendre plus tard, ou voire même avoir des appétences personnelles. La technique, la formation, à un moment donné, si on ne la fait pas jeune, la maintenance industrielle, toutes les choses dont on a parlé là, ça ne s'apprend pas avec l'expérience. Hein. Un petit peu, mais il faut quand même avoir un fond technique. Donc je vous invite vraiment à s'orienter vers ces métiers-là. Et oui, effectivement, on manque très clairement de candidats. Et donc j'espère que vous arriverez à remplir vos écoles prochainement. François Decour et Amiral Leclerc sur ce sujet. Difficultés aussi ? Oui. Alors effectivement, on partage tout à fait les difficultés, mais j'aimerais pouvoir dire aussi que je sais ajuster mes propositions salariales aussi dynamiquement que le secteur privé, ce qui n'est pas tout à fait la tendance, mais on n'est quand même pas passé à côté du sujet. Et le ministre des Armées a encore fait des annonces lundi dernier sur des sujets d'attractivité et de fidélisation, donc on a aussi conscience de l'ère du temps. Effectivement, c'est des métiers qui ne font pas rêver dans la société d'aujourd'hui en France. Et parce qu'on a subi plusieurs grandes vagues, effectivement, l'idée de la France sans usine dont on parlait il y a 20 ans, ça a laissé des traces. Hein, et la réindustrialisation, ce n'est pas l'affaire de quelques années. C'est un mouvement très profond. Et effectivement, comme en plus, nous, les sujets sur lesquels on est, ça ne produit pas rapidement des très beaux objets qu'on peut exhiber, en disant voilà, la toute nouvelle voiture, le tout nouvel avion, etc. C'est plus difficile à valoriser. En revanche, moi j'ai une grande chance, c'est que mes opérateurs qui travaillent sur les hélicoptères, par exemple, ils les entendent passer tous les week-ends au-dessus de leur maison lorsque la marine effectue les missions que nous rendons possibles. Donc ça, c'est extrêmement valorisant. Donc j'ai quelques chances, quelques originalités qui sont liées à mon propre positionnement, qui nous aident dans cette idée-là. Après, à charge pour nous de faire davantage connaître nos opportunités. Et la principale difficulté que je constate aujourd'hui, en revanche, c'est la faible disponibilité de formation spécialisée aéronautique à proximité. Aujourd'hui, ça va être un de nos principaux freins. Ouais, on en reparlera, effectivement, il y a des opportunités aussi. Amiral Leclerc. Eh bien moi, j'ai été un petit peu spoilé par mon voisin de gauche, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, je suis venu pour vous aussi, là, les jeunes, en disant, alors je ne vais pas dire n'ayez pas peur, il a déjà dit, mais ayez envie de faire ingénieur. Voilà, moi je suis ingénieur à la base, je me suis éclaté pendant 12 ans dans un métier d'ingénieur sur sous-marin, j'ai le petit pins ici sous-marin. C'est vraiment un métier super. Et effectivement, quand j'étais en école d'ingénieur, on commençait progressivement, alors c'est des années 90, je suis à vieux crouton, mais on commençait progressivement à voir les métiers de la technique être moins séducteurs et les métiers du commerce l'être plus. Alors, c'est intéressant que ce soit une entreprise privée qui me dise le commerce c'est nul, parce qu'en général, les premiers que je vois, moi, quand je passe un contrat, c'est les commerciaux. Mais cela dit, la prouesse de la perle, c'est quand même parce que des ingénieurs ont parlé à des ingénieurs dans la maîtrise d'ouvrage et dans la maîtrise d'œuvre, et c'est ça qui fait tout. Aujourd'hui, on a un problème démographique qui ne s'est pas vu tout de suite, nous. Quand le SSF s'est créé en l'an 2000, il s'est créé de la séparation entre la direction des armements et constructions navales, où à l'époque c'était l'État qui fabriquait et qui entretenait les sous-marins, et puis on a changé le modèle. Et au SSF, on a récupéré en 2000 les experts techniques. Alors ils avaient entre 35 et 40 ans, mais c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 58 et 65 ans, et ils partent. Donc moi j'ai un flux massif d'expertise qui part. Ça ne s'est pas vu sur les 15 dernières années parce qu'ils étaient là. Maintenant ça se voit, j'ai un énorme trou. Et la réindustrialisation et tous les efforts qu'on fait, comme il me faut 12 ans à 15 ans d'expertise moi, pour avoir quelqu'un qui puisse parler à des ingénieurs, et bien là je le vis, là j'ai 10 ans très durs. Et donc et l'industrie en général a des années très dures devant elle. Donc oui, venez dans la technique, il y a du boulot, il y a des sous, il y a de la rémunération et vous ne serez pas déçus. Mais vous ne serez pas déçus à la base parce que c'est quand même un métier passionnant, la technique. Voilà. Et ouais, donc, venez et n'ayez pas peur. Au SSF, je fais la réclame. On propose des stages, des apprentis, etc. Mais il y a du boulot, il y en a aussi à l'EIAQERS. En tout cas, il y a pas mal de travail et il y a besoin de beaucoup d'expertise pour qu'à la fin, nos systèmes complexes continuent à tourner. La production, on l'a longtemps fait ailleurs.
La maintenance, on l'a fait chez nous, et ce sera le cas pour... C'est non les décennies à venir. délocalisable la plupart Voilà, du temps. c'est ce en qu'a plus, dit la Stéphane Kless, maintenance, ouais. c'est effectivement non délocalisable. Au niveau du Québec, est-ce que c'est tous les secteurs qui sont concernés, comme on le voit en France? Est-ce que la défense, ça se porte mieux? Enfin, voilà. Ça se passe, c'est quoi la situation? La situation est essentiellement la même. Il y a peut-être un phénomène que j'ai pas entendu ici, puis nous qui est rendu chez nous, c'est la perte de valeur du diplôme. Mais c'est pas tout à fait une bonne expression. En fait, c'est le besoin dans l'industrie est à ce point criant que certains joueurs dans l'industrie sont rendus au point de dire à des étudiants qui n'ont pas terminé leur formation: vous êtes disponible lundi, vous respirez, vous commencez. La fin de la formation, on la fera à l'usine, on la fera en entreprise. Bon, évidemment, c'est une solution à courte vue, puis on essaie de convaincre ceux qui sont partis sur cette lancée-là de ne pas jouer sur ce tableau-là parce qu'ils perdent. Et pour les étudiants, évidemment, ils perdent parce que s'ils peuvent être qualifiés spécifiquement pour cette fonction dans cette entreprise, c'est pas transférable et ils se trouvent dans un cul-de-sac pour le reste de leur carrière. Alors là, c'est un phénomène qui est en progression et puis qu'on tente de contrer là, actuellement. Alors, on parlait tout à l'heure d'agilité. Qu'est-ce que vous avez modifié ces dernières années, les uns et les autres, pour justement essayer d'inverser cette tendance, en sachant qu'on s'inscrit effectivement dans une tendance de temps long et que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais quels sont les outils que vous avez commencé, ou les curseurs que vous avez commencé à bouger pour faire évoluer globalement la tendance? Martine. Alors concrètement, à l'IMT, depuis 2016, on va dire, on a investi véritablement le domaine de l'industrie parce qu'on voyait venir quelques signaux faibles, pour le coup, d'un intérêt de nouveau vers ce secteur-là. Du coup, on a participé à plusieurs réponses d'appel à projets, notamment celui concernant le programme Osons l'industrie du futur, dont j'ai été la chef de projet avec d'autres partenaires, comme l'UIMM, l'ONICEP, le CNI, Conseil national de l'industrie, donc pour faire de nouveau la promotion, rendre visibles les métiers de l'industrie sur 6 grandes fonctions clés, la recherche, la conception, la maintenance, la production, la supply chain, logistique, l'analyse des données et le management, de manière à créer des supports et créer aussi une nouvelle version de l'affichage, de la visibilité des métiers clés pour ces 6 fonctions clés, d'en parler, de les rendre visibles. On a créé un MOOC, donc un espace en ligne, un cours en ligne de découverte de ces métiers. Donc il y en a 18 sur ces 6 fonctions clés, en partenariat avec l'ONICEP, avec France Université Numérique, de manière à inviter les collégiens, les lycéens, mais aussi les adultes en situation de reconversion professionnelle pour aller découvrir ce que sont ces métiers aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand on parle maintenance, ça renvoie automatiquement, mais comme l'industrie en général, à la pénibilité, à des univers industriels presque à la Zola, alors qu'on est nombreux à aller quand même beaucoup dans les usines, et même dans les plus reculés dans nos territoires, les usines, même les plus petites, dans des PME, franchement, elles ont complètement évolué, elles sont modernes, elles ont des équipements qui prennent en compte la sécurité des personnes qui y travaillent. Voilà, donc il faut rechanger, je pense, l'imaginaire industriel, la vision qu'on a de ces métiers. Bien évidemment, on parlait de métiers techniques. Un maintenancier sera quand même toujours auprès de sa machine, à visser, tarauder, bref, à être dans une maintenance effectivement de proximité des équipements. Mais néanmoins, de plus en plus, on va introduire dans sa caisse à outils des nouveaux outils issus des nouvelles technologies. Et c'est ça aussi qu'il faut montrer aux jeunes, c'est rendre visible. Jean-Yves parlait tout à l'heure des obscurs et des métiers un peu de l'ombre. En fait, il faut les rendre plus visibles. Et comme disait Eric, essayer, s'engager dans une voie de la maintenance, c'est ensuite l'adopter. Donc voilà, donc on a aussi décliné à partir de ce MOOC des webinaires orientation, puisque là je me déplace dans toute la France,
dans des usines, dans des entreprises. On l'a fait aussi ici, puisque Éric Joffre et Marc Ripert nous ont invités à l'IUT pour montrer voilà, ce qu'était la maintenance aujourd'hui. On a fait témoigner des étudiants aussi. Bref, c'est aussi de montrer aux parents, puisque les parents sont quand même des prescripteurs importants, aux enseignants, hein, parce que n'oublions pas non plus que dans notre culture française, dans le monde de l'éducation, beaucoup d'enseignants ne vont pas dans les entreprises industrielles. Donc, comme ils ont à la charge, quand ils sont professeurs principaux, l'orientation, eh bien, comment vous allez consacrer les 32 heures au collège et les 54 heures au lycée à parler aux jeunes d'industrie quand vous êtes prof d'anglais ou de français, que vous n'avez jamais mis les pieds dans une usine? Comment vous allez retransmettre cette passion ou cette connaissance de la maintenance et de l'industrie en général aux jeunes? Ben, vous ne le faites pas, parce que toute personne aime bien parler de ce qu'il maîtrise et pas de choses inconnues. Donc là aussi, on leur donne des outils, on les équipe pour qu'on puisse effectivement poser un regard et dire aux parents, comme vous l'avez dit, la maintenance, c'est un secteur qui recrute et comme l'industrie en général, c'est un secteur qui paye plus de 20% que tous les autres secteurs économiques. Donc ça, ce sont quand même des données clés qui font un petit peu mouche dans l'esprit des gens. Donc voilà un peu quelques évolutions, on va dire, exemples d'actions que nous conduisons, mais dans nos autres départements et nos écoles également, on est aussi vent debout pour aller faire la promotion des métiers de l'industrie et de la maintenance. Éric Joffre, pour l'Université de Toulon. Oui, une réponse en deux temps. Une réponse sur l'agilité et puis une réponse effectivement sur la communication qu'on se doit d'exercer auprès notamment des lycéens et de leurs parents. D'abord sur l'agilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai monté cette fameuse licence pro avec l'écoute du territoire. Et donc cette licence pro aujourd'hui qui dure depuis 5 ans et qui va encore prospérer, répond aux attentes. Et je croise parfois des anciens étudiants qui sont maintenant dans les entreprises du bassin toulonnais. L'agilité à l'université, on peut la faire, on peut la trouver, puisque nos diplômes dans lesquels il peut y avoir une coloration locale. Les BUT actuellement, puisque je les connais bien, on essaie de tendre vers des colorations locales qui permettent justement de répondre aux besoins des entreprises. On peut également, et ça l'entreprise je crois doit faire cet effort-là, l'entreprise peut venir dans nos formations, c'est-à-dire qu'on fait intervenir plusieurs vacataires, on appelle ça comme ça, hein, donc des gens de l'industrie qui viennent nous prêter le bon message. Et ça, c'est intéressant pour nos étudiants parce que ces gens-là ont un discours peut-être plus fin que le nôtre sur les métiers et les attraits hein, qu'ils peuvent avoir. Et je pense que c'est précieux. Les étudiants ont donc un double discours, le discours universitaire, qui reste classique mais qui tend à s'ouvrir, et puis le discours industriel qui est très précis sur le métier qui sera ensuite celui du diplômé. La communication, et j'y reviens un tout petit peu, effectivement c'est notre défi. Communication auprès des lycéens et de leurs parents, Martine tu l'as dit, et je crois que si on doit, et on va le faire, hein, faire un forum 2025, il faudra accentuer cet effort vis-à-vis des lycéens, de nos collègues de lycée, hein, enseignants, qui sont aujourd'hui également prescripteurs de l'orientation et qui doivent avoir les bons codes, les bons éléments de langage pour valoriser ces métiers industriels. François Dornier. Je suis en train de prendre quelques notes. Il y a des stratégies de notre côté qu'on a déjà commencé à explorer depuis plusieurs années. Reconnaissance des acquis et des compétences. Ne pas former pour des compétences qui sont déjà maîtrisées. Ça nous permet de raccourcir les temps de formation et qui rend plus attractives les formations aux étudiants comme tels. La formation continue, la formation en module, de façon à ce que quelqu'un puisse venir faire un bloc, retourner en industrie, travailler et revenir faire des formations complémentaires. C'est une façon d'accélérer la formation, de rendre ça plus intéressant. Lorsqu'on disait tout à l'heure l'attractivité, il y a une dissonance entre les attentes des étudiants, le monde qui est intéressant, le métier qu'on leur vend, et lorsqu'ils mettent les pieds en classe ou dans nos établissements de formation, si on n'est pas au niveau de la qualité et de l'attractivité du métier, si on les assoit dans des salles de classe en leur disant vous en avez pour 35 heures semaine à simplement prendre des pages de notes et faire des examens à chaque trimestre et puis allez, on recommence.
on va les faire décrocher. On ne sera pas attractif comme tel. L'international, de notre côté, est une solution extrêmement intéressante. On ne parle pas de milliers d'étudiants, mais aller à l'international, ça peut être un projet de vie intéressant qui nous permet de remplir nos salles de classe. Et définitivement, une collaboration, les stages en entreprise, les collaborations sur le terrain avec l'industrie, ce sont des stratégies qui sont gagnantes. Alors François Decour, Amiral Béclair et Maxime Pomirol, tout à l'heure on évoquait la possibilité d'adapter les formations aux besoins des entreprises et des acteurs. Est-ce que vous constatez qu'il y a un décalage des fois? Maxime? Oui, il y a forcément un décalage entre les formations et les opérateurs privés, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, il y a une phase de formation qui est aussi faite par les entreprises après. Chez nous, ce qu'on a finalement essayé de faire pour résoudre les deux problèmes du recrutement et de la formation, du décalage entre les deux, c'est qu'on a vraiment quadruplé les effectifs d'alternance en interne. C'est-à-dire qu'on est passé de 2-3% des effectifs à plus de 10% sur les 2 ou 3 dernières années. Donc le fait d'avoir des élèves Bac plus 5, voire des techniciens, des états, des agents de maîtrise qui sont avec nous sur la durée, sur 2 ans, sur des BTS, il peut y avoir aussi des écoles techniques d'ingénieurs avec des stages de fin d'études ou des alternances pendant 2 ans. Ça permet, je pense, aux jeunes de continuer à faire son intégration technique auprès de son établissement et d'avoir la formation technique initiale, mais aussi de se confronter en même temps au monde du travail qui peut être public ou privé. Je ne vais pas faire... le public était très bien aussi, mais en tout cas qui peut voir un petit peu comment il va falloir mettre en œuvre ce qu'on lui apprend avec le quotidien du travail, qui est quand même des fois un petit peu loin, c'est vrai, de ce qu'on apprend à l'école. Donc l'alternance. L'alternance. Solution. François Decour. Alors, très concrètement, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. Nous, on mise de plus en plus sur l'apprentissage. Alors, on a hérité d'une situation qui est un petit peu compliquée, avec un certain nombre de textes. Nos modes de recrutement sont assis sur les textes de la fonction publique. Et en particulier, pour recruter des ouvriers du domaine de l'aéronautique, il nous faut, en théorie, un bac pro aéro. Les transformations qui ont eu lieu sur cette formation ont fait que, quand on prend quelqu'un qui a juste le bac pro aéro, c'est quelqu'un qui a une formation qui est devenue très théorique. Et on peut avoir des gens qui n'ont jamais touché les outils de travail qu'on va leur confier. Donc ça nous conduit à miser de plus en plus sur l'apprentissage, avec la difficulté de trouver les maîtres d'apprentissage en nombre suffisant, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la compétence, il faut aussi avoir le goût pour cette formation et les qualités humaines qui vont avec, en plus, et cumuler ça avec son activité propre. Donc ça fait partie de nos difficultés. Mais en tout cas, ça nous a amené à aller de plus en plus vers l'apprentissage. On a également mené une deuxième opération pour aussi fluidifier nos recrutements. C'est que sur certaines professions, finalement, on a choisi de prendre, d'embaucher sur des professions communes, c'est-à-dire non aéronautiques, et de les amener vers l'aéronautique nous-mêmes, ce qui nous délestait de cette contrainte du bac pro aéro. Donc tout ça, c'est des formes d'agilité qui sont évidemment très restrictives, puisque notre cadre, c'est un cadre réglementaire qui est extrêmement normé. Mais voilà, on essaye de miser sur ces éléments-là. La formation interne, donc c'est tout à fait pertinent comme solution aussi. C'est ce que François Dornier disait, faire attention, pas abandonner le diplôme, mais en même temps, il faut jouer sur les deux, faire bouger les deux curseurs en même temps. C'est vraiment l'avantage de l'alternance, c'est vraiment de concilier l'apprentissage en même temps des formations théoriques qui sont indispensables et des gestes et de la culture d'entreprise. En revanche, la difficulté qu'on a davantage, nous, c'est que ça fonctionne très très bien pour recruter nos ouvriers, ça fonctionne moins bien pour recruter nos ingénieurs, parce qu'apparemment, on doit être très bon pour les former, mais ils partent. Nos ouvriers, ils restent. Apparemment, il semblerait qu'il y ait des acteurs privés qui leur fassent des meilleures offres que nous après. Il y a cette concurrence-là, ce que j'évoquais tout à l'heure. Laurent Béclair et Éric Joffre tout à l'heure. Alors moi, je vais être un petit peu embêté pour répondre à la question, parce qu'en fait, je ne trouve pas sur le marché de la formation ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'experts techniques qui ont exploité des bateaux. Et donc, en fait, je prends déjà des gens qui sont passés sur des bateaux, ou qui ont conçu des bateaux, qui ont fait de l'architecture en aval pour faire l'expertise à mon profit, ou j'ai besoin d'acheteurs qui achètent et qui passent des contrats. Et là, c'est pareil, ça ne se trouve pas dans l'école de commerce. J'ai besoin d'ingénieurs, pour le coup, d'ingénieurs acheteurs, qui savent parler aux ingénieurs qui sont en face. Donc, en fait,
Moi, j'ai surtout besoin que les écoles forment des gens qui vont aller dans l'entreprise privée, publique, qui vont faire de l'exploitation, qui vont faire de l'ingénierie. Et je récupère en deuxième niveau, donc je ne répondrai pas complètement. Je reviens juste sur le sujet de l'agilité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une vraie agilité technique, c'est-à-dire l'agilité n'est pas que RH. Aujourd'hui, quand moi je suis rentré, la maintenance, c'était quand même beaucoup de la productique, de la chaudronnerie, de l'électrotechnique générale, des automatismes sur base de vieux systèmes. Aujourd'hui, la maintenance, c'est aussi de la maintenance numérique. On entretient des systèmes de combat de navires, c'est des milliers de lignes de code, on a des automates de plus en plus poussés qui sont tous numériques, on a besoin de cybersécurité dans le numérique. En fait, il y a tout ce domaine technique qui est nouveau, là aussi, qui est en manque, et pour le coup, c'est pas un manque d'anciennes compétences, c'est un manque de formation de nouvelles compétences sur lequel, entre guillemets, le métier lui-même est très agile en lui-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est de récupérer ça. Bon, nous, effectivement, comme François, la fonction publique, c'est pas l'employeur le plus souple en termes de processus de recrutement, c'est comme ça. Cela dit, il y a quelques années, il fallait absolument passer par un concours. Et maintenant, c'est fini. On fait aussi des contrats courts, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes veulent tenter une expérience. Donc, on peut faire des contrats de seulement quelques années pour voir ce que ça donne. J'ouvre aussi, moi, des postes à des primos, parce que comme je ne trouve pas cette compétence, eh bien, je fais comme François, je vais en former moi-même. Donc, on a quelques postes qui sont ouverts dans différents statuts, qu'ils soient militaires ou civils. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 70% de mes troupes sont civiles. On n'est pas obligé de crapahuter partout et de nettoyer son fusil d'infanterie pour venir au SSF. Voilà. Et puis, alors, ça, c'est peut-être pour faire rêver, mais quand on est au SSF, on peut aussi aller à Nouméa, à Papeete, à Fort-de-France, et pas forcément rester à Toulon. Donc, il y a des choses intéressantes à faire dans la marine aussi. Il vend bien les choses, l'ingénieur Béclair. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ces changements en termes de formation, c'est aussi la capacité à intégrer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles pédagogies? Qu'est-ce qui serait aujourd'hui indispensable de faire pour vous, experts de terrain, vous, experts dans les structures, dans les entreprises, qu'est-ce que vous attendriez comme mise en œuvre rapide? Martine, Eric, et puis l'ensemble de nos interlocuteurs. Eric, allez, je commence cette fois-ci. Je crois que l'agilité, c'est aussi être capable de déployer dans nos formations des scénarios authentiques. C'est-à-dire que nos jeunes doivent être formés sur des scénarios qui correspondent à la réalité industrielle. Et effectivement, dans le cadre de l'IUT, il existe ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation où on met en place une scénarisation, un scénario de longue haleine, quelque chose qui se déroule sur plusieurs semaines et qui correspond à un scénario authentique. Et parfois, dans certaines formations, ces scénarios sont directement livrés par les entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise vient donner le scénario et accompagne le scénario. Je crois que c'est une très très bonne solution. Ça permet effectivement à l'étudiant de se confronter à la réalité industrielle au travers d'un cas qu'il pourra croiser sans doute dans le futur. Et ça permet à l'industriel aussi de se rassurer quelque part et pourquoi pas de repérer certains talents qui sont chez nous et qui pourraient devenir nouveaux collaborateurs. Alors nous, pareil, de la même manière que à l'IUT, nous organisons donc à l'échelle de nos écoles des séminaires créativité, des challenges innovation durable, qui sont autant de temps où nous exposons nos étudiants avec des industriels qui leur soumettent des cas d'usage industriels. Donc ils ont 3-4 jours où ils planchent en équipe pour réfléchir à trouver une solution industrielle pour justement les entreprises présentes. Et ça donne lieu donc à différents pitchs, un jury qui se réunit et qui choisit le meilleur pitch. Et parfois, effectivement, ça donne lieu aussi à un accompagnement du projet vainqueur, parce que ça peut donner lieu à un vrai projet industriel derrière. Donc là aussi, on essaye à l'intérieur de nos écoles de stimuler la créativité, l'innovation, qui effectivement brosse des sujets divers. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans notre école IMT Minales pour un séminaire créativité. Eh bien, en tant aussi que responsable du partenariat IMT Airbus, j'étais donc dans l'équipe d'Airbus qui a soumis donc plusieurs cas d'usage à nos élèves. Eh bien, je crois sur les 5, il y en avait au moins 2 ou 3 qui étaient consacrés à la maintenance, parce que c'est vraiment un sujet qui occupe et mobilise tous les responsables industriels. Et donc nos étudiants ont été un peu à la manœuvre pour gamberger, trouver des solutions à ces défis industriels. Donc je pense qu'effectivement, c'est aussi en redonnant une culture industrielle à nos jeunes, en les
repositionnant, en les remettant au cœur des usines, au cœur des problématiques industrielles, qu'on les confronte simplement à la réalité, pour ne pas rester que sur des enseignements théoriques, mais bien en prise complète avec les réalités industrielles. François Dornier. J'étais encore en train de réfléchir à la question. Le mot qui me vient, c'est multidisciplinaire et souplesse dans les capacités des individus formés de pouvoir contribuer à certaines compétences voisines dans les équipes. On a longtemps eu l'habitude de fonctionner en silo et de former pour des fonctions bien précises. Et comme on a moins de monde, il faut parfois peut-être être plus souple et s'attendre à ce que dans l'entreprise, quelqu'un, à défaut d'avoir le spécialiste, mais dans la mesure où il n'y a pas de risque, que ça puisse être une collaboration de quelques collaborateurs autour de la table et puis on trouve ensemble la solution plutôt que de chercher à doter l'ensemble de l'organisation avec le spécialiste dans chaque domaine. De toute façon, les situations changent à tout bout de champ. On ne sera jamais capable de se rattraper et d'avoir un spécialiste pour toutes les situations, les cas d'espèce qui vont surgir comme tel. Transversalité, qu'est-ce que vous, Maxime? Je pense que l'agilité pour les jeunes dans le monde du travail, c'est la clé, parce que surtout plus les postes montent en fait, en termes de, plus l'agilité est importante. Ils seront amenés à faire différentes sociétés dans différents domaines, peut-être pas même que celui de la maintenance, même si on en parle beaucoup aujourd'hui. Et fatalement, ils devront s'adapter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on fait rentrer en Bac+5 chez nous, en alternance apprentissage, c'est pas juste, ils nous regardent en fait, ils ont vraiment des missions et des objectifs au même titre que des collaborateurs du quotidien. Donc évidemment, il faut qu'ils sachent aller chercher le savoir auprès des autres. Et le travail collaboratif, je reprends les termes, c'est vrai que c'est quand même quelque chose dans les boîtes qui nous ressemblent qui est fondamental. Ça veut dire qu'on est aussi sur l'importance des soft skills maintenant, y compris dans le monde de l'industrie. Très clairement, Ouais. oui, très clairement. Ça a changé, ça. C'est nouveau. François Decour. C'est nouveau à tout point de vue. Alors ne serait-ce qu'il y a une évidence, c'est que le mode de communication, le faire savoir a complètement changé. On ne s'adresse plus aux générations qu'on essaye de séduire aujourd'hui comme on le faisait il y a même encore 10 ans. Les outils, les méthodes, les messages ont nécessairement beaucoup changé. Il faut les faire évoluer. Il faut qu'on soit capable de s'adapter à ça. Et effectivement, c'est pas facile. C'est un effort permanent. Mais à côté de ça, justement, il faut aussi qu'on tire profit de la richesse que nous apportent les entrants pour devenir peut-être les ambassadeurs, peut-être les plus efficaces qu'on puisse avoir à notre disposition, au lieu de miser, comme on l'a toujours fait, sur les plus anciens, qui parlent le plus facilement et le plus aisément de leur métier. Et bien finalement, diffuser sur YouTube, comme on l'a fait nous il y a quelques mois, des portraits de tout jeunes qui sont présents chez nous, et ben ça parle peut-être plus facilement que les discours un peu datés qu'on pouvait servir régulièrement. Laurent Méclair. Je vais revenir sur la notion de transversalité. Il y a très longtemps, la maintenance, finalement, on était quand même spécialisé dans un domaine. Aujourd'hui, on est sur des systèmes complexes, alors encore plus sur les bateaux de combat. Mais en fait, il n'existe pas de personnes qui sachent tout sur un système. Et en fait, quand on répare un système, on a besoin d'être hyper agile d'un point de vue intellectuel parce qu'on doit parler à beaucoup de monde. Et donc, en fait, ça, c'est un vrai plus. Je pense que ça parle parce que travailler en réseau, ça veut tout dire dans la maintenance. Voilà. Quand j'étais exploitant, il y avait un arrêté en 80, c'était super clair, le système doit être exploité tel qu'il a été conçu. Voilà, point barre, c'est très militaire, c'est parfait. Bon, quand vous êtes dans le domaine de la maintenance, d'abord, l'exploitant vous dit, il ne marche pas tel que le mode d'emploi m'a dit qu'il marchait. 2, il est cassé, et là où il est cassé, en plus, c'est pas prévu dans la gamme de maintenance parce que c'était pas prévu qu'il casse. Voilà. Et donc la question de l'ingénieur, c'est, je le démonte comment le système, je le répare comment, et puis je le remonte comment, et puis il a le même niveau de certification. Et aujourd'hui, sur nos systèmes qui sont automatisés, où il n'y a plus un seul industriel qui maîtrise de bout en bout la complexité du système, en fait, être un maintenancier, c'est parler aux concepteurs, c'est parler à tout un tas de PME innovantes qui vont nous aider à trouver d'autres systèmes, c'est parler à des étudiants, à des universités, le SSF est en partenariat avec Citec, par exemple. Voilà, on ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire en disant « je suis celui qui sait ». En fait, j'ai besoin de communiquer avec beaucoup de monde. Mais ça, je pense que c'est très moderne et c'est très bien. Et voilà, c'est une vraie transversalité nécessaire et c'est une agilité intellectuelle. Les anciens, ils ont beaucoup d'expertise, mais ils sont parfois un petit
petit peu dans leur routine d'avant. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'énormément d'agilité. Voilà. Il n'y a pas que Naval Group, alors j'adore Naval Group, hein, mais il n'y a pas que Naval Group dans la maintenance. Il y a plein d'entreprises de toute taille et il y a plein d'universités et de chercheurs. Cette dimension de casser les silos, peut-être, c'est essentiel, et c'est un peu ce que fait le 2MF, hein, c'est ce forum-là, c'est cet esprit-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, alors les choses sont en train de changer, parce que vous êtes tous là, autour de la table, est-ce qu'il manquait quand même ces moments de communication, ces moments d'échange, de partage entre organismes de formation, centres de formation universitaires et industriels? Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a encore un petit peu de travail à faire pour renforcer les communications, les échanges? Maxime Pomirol. Je vais commencer. Nous, on a beaucoup de partenariats avec des écoles, où on travaille au quotidien, on fait des interventions dans les classes. Donc, je pense que quand même la liaison se fait par nécessité des organismes de formation et des employeurs plus tard. Maintenant, c'est vrai que des forums comme ça, où chacun peut entendre les avis des uns et des autres, qui est intéressant. Je pense que c'est des moments qui peuvent être importants. Ouais. Éric Joffre. On a déjà parlé donc du lien qu'on doit assurer avec les lycées, hein, ce lien descendant. Ça, bon, j'y reviens pas. En tant qu'université, en tant qu'organisme de formation, on doit aussi se structurer. Et là, j'en viens donc à l'ESR métropolitain, hein, cette entité que la métropole accompagne. Hein. On doit se parler entre lycées, entre formation post des lycées, entre formation universitaire, entre formation d'organismes privés, pour proposer quelque chose qui ne soit pas redondant. Il y a aussi une intelligence à avoir par rapport aux formations que l'on va proposer, par rapport à des défis nouveaux qui apparaissent. On parle des IA, on parlait de cybersécurité. Oui, forcément qu'on va se poser sur ce sujet-là, et on s'y pose déjà. Mais attention aussi à ne pas multiplier les formations qui nuiraient finalement à l'objectif. Donc se parler, c'est important. Et en ce qui me concerne, pour l'université, se parler entre organismes de formation et entre partenaires, pour aller tous dans le même sens. François Dornier, sur cette logique d'écosystème, est-ce qu'elle est aussi vivace au Québec? Oui, mais ce qui nous intéresse particulièrement, puis j'aimerais saluer l'Université de Toulon qui a accepté de signer une entente de collaboration avec nous. On cherche vraiment à se sortir de notre zone de confort, de notre cadre habituel, parce que même si on a beaucoup d'autres établissements, d'autres partenaires au Québec qui vivent la même chose, on est toujours beaucoup dans les mêmes solutions, dans les mêmes dalles, et de pouvoir ouvrir à l'international, puis d'avoir un dialogue, puis d'échanger sur des solutions, des problématiques qui sont très similaires, mais avec des approches qui sont très différentes. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve, qu'on cherche, et puis qu'on attend avec impatience de pouvoir développer dans les prochains mois. Alors, nous aussi, hein, à l'IMT, on favorise la communication entre opérateurs de formation. Hein, et c'est vrai qu'avec l'IUT de Toulon et l'Université de Toulon en particulier, et l'écosystème vraiment très fort et dynamique de la maintenance qui existe, eh bien, on essaye d'aligner les collaborations. Hein. Au mois de décembre dernier, on était ici avec Eric et Marc qui nous ont accueillis pour faire un focus group dédié à la maintenance, à ses évolutions, l'impact sur les métiers, l'impact sur le besoin en compétences, en réunissant donc autour de nos deux organismes de formation, eh bien, un panel aussi d'entreprises, de manière à ce que la communication, justement, elle s'opère au plus près des besoins, parce que, que ce soit à l'université ou que nous, groupe de grandes écoles, on a besoin d'être au plus près de l'identification des besoins, parce que comme vous le soulignez, hein, c'est vrai que de toute façon il y aura toujours un décalage, parce que entre ce qu'on enseigne et le moment où notre étudiant arrive chez vous, forcément il y a toujours un petit temps de réajustement. Néanmoins, le socle doit être quand même consistant, doit être quand même efficient, et c'est à ça que nous nous employons, donc d'opérer simplement des dialogues, des collaborations pour pouvoir être vraiment au plus juste de l'identification de ces besoins. Laurent Becler et François Decour. Alors moi, une anecdote, je suis ingénieur de l'école Centrale Paris. Quand Centrale Paris a été créée au milieu du 19e siècle, elle a été créée par les industriels qui ne trouvaient pas les cerveaux dont ils avaient besoin pour faire tourner l'industrie. Donc en fait, le dialogue entre la formation et les maîtrises d'ouvrage et l'industrie et l'entreprise, elle est fondamentale depuis très longtemps. On l'a sans doute un peu oublié, donc là on revient dessus, c'est très bien, et donc il faut faire beaucoup d'efforts. Moi j'envoie un certain nombre d'ambassadeurs dans les écoles. La marine offre un certain nombre également de possibilités de découverte et de la marine et des métiers de l'ingénieur. On a parlé d'alternance, de stagiaires, d'apprentis, mais on fait aussi des partenariats un peu plus poussés.
J'ai un excellent ambassadeur au sein de Citec, c'est Marc Lurissier, vous le verrez tout à l'heure. Marc Lurissier, il a un super parcours, il est technicien, aujourd'hui c'est un de mes ingénieurs de plus haut vol, il a la responsabilité d'entretenir les 3 porte-hélicoptères amphibies avec un objectif de performance dément, hein, c'est plus de 80%, c'est tenu. Donc on fait des super trucs dans la maintenance, mais on a besoin de gens qui soient motivés par le métier et qui sachent de quoi on a besoin. Et donc l'adaptation de la formation, les échanges qu'on a aujourd'hui, mais de manière plus générale et continue, pas que pendant le forum 2MF, c'est vraiment fondamental pour que derrière, l'équipe France, elle continue à avoir effectivement sa souveraineté. Hein, et ça a été très bien dit par Jean-Yves Bayer, la souveraineté, c'est la liberté. François Decour. Je rejoins entièrement ton bilan. Alors, j'ai une chance, c'est que dans ma carrière, j'ai pu faire des choses très différentes. Et juste avant de rejoindre la Yad Cuers-Pierrefeu, il y a encore 5 ans, j'étais le directeur adjoint d'une école dont j'ai fréquenté les bancs il y a 30 ans. C'est Élysée Super-Héros. Donc, voilà. Je ne vais pas refaire la pub, je le faisais quand j'étais en poste là-bas. Très bien. Le leader mondial de l'enseignement supérieur. Dans le domaine aéronautique et spatial, voilà. Qui pourrait ouvrir une antenne sur Toulon, du coup. Alors j'en parlerai avec la direction actuelle, mais effectivement. Et typiquement, à l'époque où j'y étais, j'ai pu voir l'émergence notamment de tout ce qui était master spécialisé, enfin un certain nombre de choses qui ont fait rentrer de plus en plus les entreprises dans le monde de l'enseignement supérieur. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui me manque un petit peu, c'est la même pénétration dans des niveaux de formation plus bas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi je vais chercher quelques ingénieurs, je vais chercher un certain nombre de techniciens, et je vais chercher beaucoup d'ouvriers. Donc, voilà, ma problématique est un petit peu différente. Mais cette interpénétration entre le monde de la formation académique et le monde de l'entreprise, c'est une réalité qui est incontournable pour tout le monde. Et ceux qui essaieraient d'aller contre ce mouvement seraient complètement à contretemps. Et on a, nous aussi, une convention avec Citec dont on attend beaucoup de retombées. On fournit des vacataires. Enfin, voilà. Ces interactions, ça ne peut être que le quotidien d'une entreprise et d'un établissement de formation. C'est bien effectivement de rappeler que c'est toute une chaîne et qu'on n'a pas besoin uniquement d'ingénieurs, mais c'est toute la chaîne de maintenance qui est concernée par ces problématiques de recrutement. Tout à l'heure, on a évoqué cette habitude qui est prise de travailler en mode collaboratif, en mode projet, avec des expertises croisées. La question du sens est peut-être aussi importante aujourd'hui pour les nouvelles générations. Est-ce qu'on peut peut-être parler du sens de la maintenance qui est susceptible peut-être d'attirer des vocations? Oui, alors le sens, effectivement, on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment propre à cette génération-là. Je pense que toutes les générations ont cherché à avoir une activité professionnelle qui corresponde avec ses aspirations, ses conceptions un petit peu de la vie et autres. Après, avec la possibilité ou pas de pouvoir les mettre en œuvre et les réaliser. Là, on en parle parce que le Covid est passé par là. C'est vrai que ça a été un moment un peu inédit, vécu par certains comme un traumatisme, et l'envie de vouloir peut-être plus privilégier l'accord de ses conceptions avec son activité professionnelle. Et en même temps, c'est vrai que la maintenance, elle apporte justement, elle donne du sens à ceux qui exercent la panoplie de métiers qui rentrent dans son domaine. Pourquoi ? Parce que déjà, on répare. On utilise aussi des méthodes qui permettent comme l'indice de réparabilité, hein, c'est-à-dire d'avoir un impact quand même sur son environnement. Des nouveaux outils comme l'impression 3D permettent aussi d'imprimer des pièces, de ne plus avoir à stocker. Donc il y a toute une logique finalement qui se matérialise dans la maintenance et qui permettent finalement à cette activité pour des jeunes ou des adultes en situation de reconversion professionnelle de se dire que finalement c'est un domaine qui, au quotidien, offre le moyen d'être en accord et d'être aligné avec soi-même sur tout un tas d'envies, de centres d'intérêt qu'on a, et de se dire que finalement, le job qu'on a, c'est un job qui est super parce que on fait du bien à la planète, on fait du bien pour soi et finalement aussi pour l'entreprise dans laquelle on est, dans le sens où on participe à une dynamique collective pour éviter, quand un équipement casse, de le jeter au rebut, de penser à quelle est la meilleure manière de le réparer, avec justement des méthodes, on va dire, agiles et éco-responsables également. Donc oui, ce sont des métiers qui ont du sens. Maxime Pomirol. Oui, nous, chez Veolia Énergie, disons que le cœur vraiment de métier, c'est
maintenir et exploiter et pour améliorer la performance énergétique. Alors là, il y a quand même tout un sens parce que maintenir un équipement de production de chaleur, de froid ou de production d'électricité, c'est aussi garantir son efficacité, son rendement. Il y a là une notion en fait de diminuer les consommations énergétiques des bâtiments. Je pense qu'aujourd'hui, le sens chez les jeunes, et dès la maternelle maintenant, ils savent très bien qu'il y a un problème quand même de rareté des énergies, et de maintenir en état et en niveau de performance optimale les équipements, et c'est bien grâce à la maintenance qu'on le fait, pas grâce à quelque chose d'autre, ça a du sens, voilà, tout simplement. François Dornier, Éric Joffre. Le sens de la mission, la reconnaissance de la contribution du travail qui a été fait. Puis pour moi, l'image, elle était réelle. On l'a vu tout à l'heure, la photo de groupe avec le sous-marin. Il n'y a personne qui est rentré chez lui durant toute cette période-là en disant « Moi, j'ai connecté des tuyaux. Moi, j'ai fait de la soudure d'acier cette semaine. » La photo de groupe était, entre guillemets, inutile. Elle n'avait pas de plus-value, si ce n'est que de donner un sens de l'accomplissement et de la mission de tous ceux qui étaient là. Puis même si j'ai vu quelques masques à cause de la COVID, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de sourires sur la photo de groupe parce qu'ils n'ont pas que fait leur métier, ils ont accompli une mission, ils ont reconstitué un sous-marin et c'est pas rien. Et puis donner un sens, prendre le temps de donner un sens à ce que les gens accomplissent à travers leur métier, c'est quelque chose qui vient chercher les nouvelles générations, les anciennes aussi, mais peut-être qu'on s'en préoccupait moins. Alors pour moi, c'est l'exemple est illustré parfaitement avec la photo tout à l'heure. Éric Joffre. Oui, la question du sens est essentielle. Bon, il y a des mots qui ont été dits. Là, on a une focale assez défense, assez navale. Effectivement, le mot de souveraineté parle de lui-même. Si on élargit un petit peu la focale et si je regarde un petit peu les logos présents sur cette affiche, on voit apparaître l'entreprise Ipsen qui travaille dans le pharmaceutique, donc qui fabrique des médicaments pour soigner les gens. Si je regarde le logo Veolia, alors je vais partir sur plutôt le Veolia Eau, qui nous permet d'avoir de l'eau potable à notre robinet. On serait choqué de ne pas avoir de l'eau potable si on ouvrait notre robinet. Voilà, donc le sens, il est là, le sens du service. Hein. François, vous l'avez dit, le sens du service public, le sens de contribuer au bien collectif. C'est essentiel et je pense que c'est ce message qu'il faut faire passer aux jeunes générations. François Decour. Aujourd'hui, une des questions qui ont été mises en œuvre déjà depuis plusieurs années, c'était les fameux indices de réparabilité sur les matériels qu'on achète aujourd'hui. Voilà. Moi, j'attends juste qu'on me présente la machine à laver qui sera réparable pendant 60 ans et qu'en plus on autorisera à voler. Parce que finalement, cette idée sur les objets du quotidien, c'est ce que nous, on pratique depuis toujours. Et quand on voit la durée de vie que nous apportons aux équipements militaires, et ce n'est pas les gens du naval qui vont me démentir, voilà, on fait des choses qui n'étaient pas imaginées au départ, qui ont profité des innovations successives, et donc on contribue depuis toujours à cet élan de société. Donc le sens de la mission, il faut juste, il est présent, il faut qu'on lui donne de la substance, il faut qu'on se cale sur les messages qui justement véhiculeront le mieux notre intégration à ces enjeux de société. Et voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai pas besoin de faire des très gros efforts pour faire comprendre aux gens qui sont chez moi le sens de ce qu'ils font, mais on a eu un temps très fort il y a quelques semaines quand on a sorti de nos chaînes de maintenance le 100e hélicoptère Panther, et on a eu la chance d'avoir un petit exposé extrêmement percutant du commandant de la base aéronavale de Thiers sur les missions qui étaient accomplies par ces aéronefs. Moi, voilà, les gens qui étaient présents dans la salle, ils savent pourquoi ils travaillent, ils savent à quoi ça profite, et c'était assez spectaculaire pour effectivement leur donner du sens. La difficulté, c'est que ça, en interne, c'est assez facile à faire. Propager ce type de message, c'est plus compliqué, ça nécessite plus d'énergie. Laurent Béclair. Alors le Canada en a parlé mieux que moi finalement. Hein. Donc moi je suis aidé pour le sens. Hein. Le sens évidemment c'est les bateaux partent en mer, sont aptes au combat. On parle beaucoup en ce moment des frégates qui sont en mer Rouge, des porte-hélicoptères qui sont déployés. Eh bien elles ont toute une avarie en cours. Et en fait, on envoie en permanence des équipes industrielles sur les points d'appui des théâtres d'opération, Djibouti, Mascate, etc., pour les réparer au fur et à mesure. Et donc, en fait, elles savent fonctionner avec des avaries parce qu'on a trouvé des solutions dégradées de fonctionnement. On les répare en direct. Et donc, en fait, derrière cette belle performance, le sens de la mission, il est inné. Moi, ce que je fais simplement, c'est que je réunis une fois par mois toutes mes équipes, qu'on est 450, c'est beaucoup de personnes. Et je leur dis à tous, les financiers, les secrétaires, les acheteurs, les négociateurs, nous n'avons qu'une seule mission,
c'est les bateaux qui sont à la mer. En fait, le sens de notre mission, c'est le bateau qui est effectivement en train d'engager un drone, c'est le porte-hélicoptère qui évacue ou qui traite des blessés sur la zone d'opération. Et donc le sens, voilà, c'est vrai. Mais je redis, ça n'existe que parce qu'il y a des maintenanciers, tout ça. Et la souveraineté en ligne rouge, bien évidemment, pour l'ensemble des secteurs, pas que pour la défense. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, des précisions à leur demander? Je vous en prie. Merci. Alors, un grand merci pour tout ce qu'on a entendu. Donc, moi, je suis le délégué de l'Association française des ingénieurs de maintenance, la FIM, mais aussi mon cœur reste IUT. Donc, j'ai fréquenté beaucoup d'étudiants. Et je dois dire que tous les étudiants, une fois qu'ils sont chez nous, comme tu l'as rappelé, Eric, quand on leur pose la question, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? 100%, et je le dis, 100% disent oui. Donc, le problème, il est chez les rentrants. Mais il est chez les rentrants, pas uniquement chez les jeunes, je ne crois pas. De toute façon, en sortie, ils sont adaptés, tous. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on est à peu près bon, on peut le dire. Le problème, c'est les rentrants. Et les rentrants, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les parents. C'est-à-dire qu'on a un problème culturel dans notre pays, le regard vis-à-vis de l'industrie. Nous sommes tous en âge où on a peut-être connu, où on nous disait, attention, si tu ne travailles pas, tu finiras à l'usine. Eh bien aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu finiras à l'usine, c'est une chance. Mais encore faut-il le faire. Pour ceux qui sont parents et qui sont en âge d'avoir des enfants qui arrivent après le bac, si votre fille ou votre fils vient et vous dit « j'aimerais bien faire une carrière dans la maintenance », quelle serait votre remarque? Alors tout le monde le pense tout bas, mais n'osera peut-être pas le dire, c'est « est-ce que tu es vraiment sûr ?» Eh bien, je crois que c'est là où il y a le gros travail à faire, c'est au niveau culturel. Parents, il ne faut pas les oublier, et là je suis heureux parce qu'on a dit qu'on ferait venir les jeunes, mais aussi les parents, et dans les usines, il faut ouvrir les usines aux parents pour qu'ils puissent voir que c'est plus des conditions de travail comme tu l'as rappelé. Alors nous les vieux, on va dire Charlot dans les temps modernes, mais les gamins ils savent plus ce que c'est et les parents maintenant non plus. Donc il faut les faire venir pour leur montrer que oui, c'est des métiers qui sont passionnants. Et moi je le dis toujours, donc on en a même fait un slogan, la maintenance c'est un métier d'avenir, mais la maintenance c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Ce sont des métiers anti-routine. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt? Alors, quand je dis vous, c'est globalement même tout le monde, même au-delà, jusqu'aux institutions genre MEDEF et UIMM, est-ce que vous êtes prêt à faire une campagne de communication, mais une vraie, qui montre et qui valorise les métiers de l'industrie et bien sûr de la maintenance? Alors, je suis pas sûr qu'on ait les bons interlocuteurs pour répondre à ça, mais en tout cas sur le constat Moi, général. Laurent Becler. moi je dis oui. Moi je dis oui. Voilà. Et s'adresser aux parents, moi je l'ai fait, alors pas pour la maintenance, mais à l'époque quand j'étais commandant de base navale de Nouméa, parce que j'avais besoin de jeunes marins aussi. Et effectivement, les parents sont des bons prescripteurs. Et moi, si mes enfants ils allaient dans la maintenance, mais je les applaudirais. Alors ils sont encore un tout petit peu jeunes, ils n'ont pas choisi. Mon aîné là, il est en première, il découvre Parcoursup, c'est super Parcoursup. Mais voilà, moi je suis pas du tout allergique à ces métiers-là. Moi, je vais relayer une campagne, Karim, que l'OPCO2I, qui est l'opérateur de compétences des 32 filières industrielles, a lancé de mémoire, je crois que c'était au mois d'avril dernier. Et c'est donc une vidéo que je vous invite à découvrir sur Internet, sur leur chaîne YouTube en particulier. Je trouve qu'elle est très bien faite. Et on y voit des métiers de la maintenance. Alors, pas que, mais néanmoins, ça donne aussi une bonne image et une meilleure représentation de l'ensemble des métiers industriels. Et c'est vraiment avec un focus justement sur le regard des jeunes vers différents secteurs clés, où nous avons à être souverains. Et c'est déjà, je pense, un très bon outil de communication, peut-être pas suffisamment relayé dans les médias, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et c'est peut-être à chacun de nous de le relayer pour que son amplitude soit un peu plus forte.
on a effectivement un début. Alors juste, vous avez sans doute vu le logo territoire d'industrie sur l'affiche du 2MF, effectivement, parce que le 2MF fait partie des événements identifiés comme un vecteur de communication autour de l'industrie sur notre territoire. Donc c'est un début. C'est un début. Je vous en prie. Bonjour, j'avais une petite question à vous poser pour ce qui est du problème au niveau de l'emploi. Est-ce qu'il ne serait pas possible éventuellement de changer les prérequis pour les recrutements et aussi au niveau des formations peut-être en interne des entreprises, peut-être y penser, parce que les entreprises ont vraiment en fonction de Naval Group, pour qui d'ailleurs j'ai travaillé en sous-traitance, il y a des domaines bien particuliers, notamment je travaille en pétrochimie, pour le ferroviaire aussi, sur le Charles de Gaulle aussi, entre autres, dans le nucléaire. J'ai vu quand même que c'était assez spécifique et j'ai vu qu'il y a quand même des problèmes au niveau des prérequis, parce que comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, il y a quand même maintenant, on n'est plus comme nos grands-parents ou nos parents, on reste plus 30 ans dans la même entreprise. Il y a beaucoup de turnover. Et la reconversion professionnelle, si vous allez à Pôle emploi, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge, en fait, qui aussi maintenant cherchent un emploi. Et ils ne peuvent pas rentrer, malgré qu'ils ont une certaine compétence ou acquis des certaines compétences dans l'industrie, ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont trop vieux. Parce qu'on va dire que non, là, il faut avoir 26, 27 ans, 30 ans, je ne sais quoi. Et on priorise un peu trop, pour moi, aussi, ce qui est la sortie pour les ingénieurs au niveau de l'université ou des lycéens ou des bacs pro en priorité. Alors on parlait de fuite de cerveau, les anciens, entre guillemets, tout est relatif, 30 ans, 40 ans, comme vous voulez, c'est quand même des cerveaux. Et même au bout de 20 ans, en fait, dans différents corps de métier en industrie, ces personnes-là, dont je fais partie, ont du mal à trouver un travail parce que les portes sont assez fermées de ce côté-là, et à tous les domaines. Même si la motivation est là, c'est un peu démotivant. Alors ne pensez-vous pas qu'il y aurait peut-être quelque chose à changer à ces différents niveaux-là? Je vous remercie. Merci de nous amener sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes, mais l'emploi des seniors aussi dans l'industrie, ça peut être un sujet. Il y a des compétences. Qui veut répondre? François Decour? Alors, très concrètement, c'est effectivement, de toute façon, dans la situation de pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on se retrouve, de toute façon, c'est un mouvement auquel on est, entre guillemets, condamné. C'est-à-dire que moi, je préfère effectivement avoir un effort à faire pour accueillir et utiliser le plus efficacement possible quelqu'un dont les compétences ne sont pas immédiatement en face de mes propres attentes, plutôt que de garder un poste vacant. Après, pour l'instant, je crois qu'on cherche tous la solution miracle pour répondre à cette question-là, parce que les entreprises ou les organisations industrielles ne sont pas spontanément faites pour faire de la formation. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas notre cœur d'activité. En revanche, il y a des façons un petit peu d'adresser ce genre de choses. Alors je le dis d'autant plus facilement que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis soumis à un cadre réglementaire qui est extrêmement précis. Ça n'interdit pas d'avoir des idées et d'essayer d'innover. C'est notamment pour cette raison-là qu'on a mis en place depuis l'année dernière un dispositif de job dating avec l'idée justement de sortir du principe des recrutements classiques avec le diplôme en entrée, les machins, les trucs. Et ça nous a permis de rencontrer des gens très intéressants et très inattendus. Alors, je dois avouer que lors de la première édition, on n'a pas embauché l'entrepreneur de pompes funèbres qui s'est présenté chez nous, mais c'était quelqu'un qu'il était intéressant de rencontrer, et ne serait-ce que pour comprendre pourquoi il était venu. Et c'était très intéressant en soi. Mais en revanche, on a embauché des gens qui n'étaient pas du tout les profils auxquels on s'attendait. Et le cas qui me vient le plus spontanément, par exemple, et ça adresse une partie de votre question, on cherchait un responsable de l'innovation. Moi, je m'attendais à ce qu'on prenne un trentenaire, quoi. Voilà. On a un monsieur qui est très bien dans son poste, qui l'a pris depuis septembre dernier, qui a 52 ou 53 ans, qui a exercé dans des entreprises de secteurs complètement différents, avec ces dernières années ce fil rouge de l'innovation, et voilà, et il nous a rejoints pour quelques années à notre très grande satisfaction. Donc simplement aujourd'hui, ça reste des cas particuliers, à nous de faire en sorte que ça soit moins des cas particuliers. Merci à ça. Oui, alors vous avez sûrement entendu le chiffre, fin 2023, on était à la recherche de 100 000 personnes dans l'industrie, donc 100 000 postes vacants, et vous imaginez bien que pour les pourvoir, on ne peut pas miser que sur des jeunes diplômés.
qu'ils soient de tout niveau de qualification, hein, entre les bacs pro et puis les écoles d'ingénieurs, universités. Donc forcément, le public des adultes en situation de reconversion professionnelle, n'oublions pas les femmes non plus dans l'industrie, puisque c'est aussi un segment important pour pouvoir alimenter un petit peu tous ces emplois. Donc forcément, la demande est telle et la situation est tellement pénurique depuis ces 2-3 dernières années qu'évidemment les actions vers des candidats plus atypiques sont complètement d'actualité. Et on voit France Travail, donc ex-Pôle emploi, mais toutes les entreprises, hein, du secteur privé comme du secteur public, sont vraiment à fond sur cette problématique du recrutement. Et moi, pour être sur différents salons de recrutement, en lien avec des DRH, et là je fais une petite parenthèse avec ce que vous disiez, Monsieur Dornier, sur le fait qu'on recrute sans diplôme. Alors même en France, où on tient le diplôme comme le totem des compétences, eh bien beaucoup de DRH me disent on est tellement pris de court et on a tellement besoin de profils que on est dans le face-to-face avec les candidats. Si on a voilà, quelqu'un de motivé, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui a envie de bosser, eh bien, même s'il n'a pas les diplômes requis, on y va, on mise sur lui, on le forme, et ça nous permet de recruter aussi des profils un petit peu différents de ce que finalement on avait dans le cadre. Et ça vient aussi enrichir l'entreprise en général. Donc voilà, on va dire que pour les candidats à l'emploi, la situation, elle est quand même hyper favorable en ce moment parce que les postes existent, la volonté des employeurs de recruter, elle est là. Après, il faut être bon négociateur, il faut bien se vendre et puis il faut vouloir aussi se former et s'auto-former. Mais je pense que, voilà, en tout cas, la situation est favorable pour l'emploi. Merci, et c'est sur cette note que nous allons clôturer cette table ronde. Merci beaucoup de vos interventions, de vos éclairages.